Bonjour Corinne Lalo, on fait suite à votre conférence d'hier soir qui a eu lieu à Épinal et qui était très intéressante. Et donc on va vous représenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas éventuellement. Donc vous êtes grande reporter, vous avez travaillé essentiellement dans les domaines de la santé et de l'environnement et vous en êtes venu à écrire ce livre, Le grand désordre hormonal. Donc qu'est-ce qui vous a amené à vouloir décortiquer ce sujet du grand désordre hormonal ? Alors, j'ai commencé dans le journalisme il y a longtemps. Je suis sortie de l'école de journalisme en 1980, donc c'est pas d'hier. Et donc ensuite, je suis rentrée, j'ai fait de la presse écrite, de la radio, de la télévision. Ah, c'était FR3 à l'époque. J'ai fait des bureaux régionaux, donc j'étais à FR3 Amiens, j'étais aussi à FR3 Île-de-France, donc j'ai fait plusieurs pays. Après, je suis rentrée à TF1. Et déjà, à cette époque, j'étais intéressée par tout ce qui était les questions environnementales, qui n'intéressaient personne. C'était dans le début des années 80. Et donc, j'ai commencé avec... D'abord, c'était les pluies acides. Il y avait un phénomène de pluie acide qui décimait les forêts, et ça se faisait beaucoup. Il y en avait beaucoup dans le nord de l'Europe, et aussi dans les Vosges aussi d'ailleurs, un petit peu. Hein. Et c'était lié aux composants chimiques qui montait dans l'atmosphère et qui retombait un peu plus loin sous forme de pluie acide. Et de fil en aiguille, j'ai parlé de tout ce qui était les problèmes environnementaux. À partir du moment où on parle des problèmes environnementaux, on tire un fil et il y a tout qui vient. Alors, toutes les usines qui polluaient énormément à l'époque et les patrons d'usines qui ne voulaient pas investir dans la dépollution. Donc après, ils ont tous délocalisé, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'usines. Mais ce n'est pas à cause de la dépollution, mais c'est aussi parce que ça leur coûte moins cher. Bon. Mais à l'époque, il y avait pas mal de pollution dans les rivières, il y avait la Rhône-Poulain qui polluait énormément. Et donc, petit à petit, je me suis intéressée aussi à l'agriculture. On est obligé de s'intéresser à l'agriculture quand on commence à s'intéresser à l'environnement, et en particulier à toute l'agriculture intensive et les pesticides, les intrants chimiques, qui se répercutent après dans la nourriture et dans les aliments. Donc, dans la santé des animaux et des humains. Donc tout ça est un continuum de la fourche à la fourchette. Et on commence à s'intéresser aux problèmes de santé des humains, des animaux. Et après, on voit comment les agriculteurs bio ont justement essayé de contrer cette dérive chimique qui était très mauvaise pour la santé de la terre et la santé des humains. Donc j'ai fait beaucoup de reportages sur l'agriculture biologique, à une époque où on n'en parlait pas beaucoup d'ailleurs, et avec les pionniers de l'agriculture biologique, comme Philippe Desbrosses, qui a fait le conservatoire des graines anciennes à la ferme de Sainte-Marthe, et qui a été un des pionniers. Et on a fait des reportages sur Philippe Desbrosses, qui allait à Bruxelles pour demander justement qu'on reconnaisse les graines anciennes et les graines paysannes qui n'étaient pas des graines F1 hybrides, stériles en plus. Et donc c'était les premières batailles, et aussi dénoncer tout ce qui se passait avec la PAC, la politique agricole commune, qui ne faisait que normaliser, que stériliser et que réduire la biodiversité. Et ça, c'était accepté sur un média mainstream en tant que sujet, validé par la rédaction? C'était accepté, et c'était une époque, c'était assez libre. Les rédactions, les conférences de rédaction étaient assez libres. Il y avait une ambiance, il y avait pas mal d'émulation, il y avait pas mal de liberté, ce qui fait que vous pouviez avoir dans un même reportage, ou même dans deux reportages dans un même journal, deux reportages qui pouvaient être opposés, mais qui reflétaient la diversité de la rédaction. Donc ce qui a un peu disparu, même beaucoup disparu malheureusement, c'est la biodiversité dans les rédactions parisiennes et même dans les rédactions régionales. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnalités différentes qui venaient de partout, et une grande tolérance et un grand respect finalement du journaliste, ce qui a un petit peu disparu. Et le journaliste s'est homogénéisé. Je dirais qu'il y a une monoculture dominante maintenant des journalistes,
Et les journalistes qui ne sont pas dans la ligne éditoriale, eh ben, on s'arrange pour que soit ils s'entaillent, ou soit ils soient moins libres de parler. Alors que c'est une époque où justement on parlait librement. Mais souvent on me disait, on prenait ça un petit peu à la rigolade. Hein. Il n'y avait pas de pression. Ah bon, elle s'occupe de ça, bon, bah, laissons-la faire, c'est pas très important. Il n'y avait pas de pression ni politique, ni lobbyiste, ni industrielle en fait, à cette époque-là, ou peu. Moins que maintenant. D'accord. Moins que maintenant, parce que d'abord, il y avait moins de médias privés. Il y avait beaucoup de médias publics. Et contrairement à ce qu'on pense, les médias publics étaient moins corsetés que les médias privés actuellement. Donc, l'un dans l'autre, il y avait plus de liberté et moins de censure à cette époque-là. Et dès qu'un journaliste était censuré, ça pouvait faire un scandale. Donc, en général, ils s'y frottaient pas trop, les rédacteurs en chef. Mais tandis que maintenant, c'est incroyable, maintenant, les rédactions. C'est ah non, tu peux pas dire ça. Ah non, tu peux pas dire ça. Ah non, tu vas pas dire ça. Hein. Ah non, tu vas dire ça. Et puis si tu dis non, moi je suis désolée, je dis pas ça. C'est là où commence à y avoir des... Et est-ce qu'il y avait des retours à l'époque, par exemple, suite à un reportage comme ça? Est-ce qu'il y avait un retour qui était fait avec des gens qui n'étaient pas contents, que ce soit politique ou autre ou... Oui, ben, quand les gens n'étaient pas contents, ils appelaient à la rédaction, ils se plaignaient. Et à ce moment-là, en général, les rédacteurs en chef regardaient le reportage et regardaient s'il y avait vraiment matière à contester. Puis s'il n'y avait pas matière à contester, ils défendaient le journaliste. Ouais. Matière à contester, c'était une erreur, mais c'était pas le fait de dire quelque chose qu'on n'aurait pas. Ah, ok. Tout n'était pas merveilleux non plus, hein. Faut pas non plus mythifier, hein. Mais disons que ça s'est tellement dégradé que, en comparaison, c'était plutôt la liberté, hein, je dirais. Alors que je ne parle pas de la période ORTF que moi j'ai pas connue, où c'était De Gaulle qui avait la ligne directe avec le patron de la rédaction. Donc non, c'est pas cette période-là, c'est la période d'après. Hein. C'est les années 90, 2000, 2010, voilà, ça a continué. Mais après, ça s'est un peu dégradé, voilà, dans toutes les rédactions. Et dans le monde entier, pas que en France. Hein. C'est un phénomène de privatisation qui est mondial, de globalisation qui est mondiale. Et donc les intérêts privés ont racheté les médias dans l'ensemble. Et la mainmise a été beaucoup plus importante. Et la liberté du journaliste a été considérablement réduite, ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de faire un reportage qui n'est pas dans la ligne éditoriale. Parce qu'on nous dit qu'il y a une ligne éditoriale. Alors qu'avant, on n'aurait jamais parlé de ligne éditoriale parce que ça aurait été très très mal vu. Ouais, vous aviez fait une très bonne conférence au Ritschek en février 2023 à Luxembourg pour parler de ça et de l'agence Pointer, etc. Ok. Et donc, vous avez écrit aussi le livre noir du médicament. Et comment vous êtes arrivé donc à ce grand désordre hormonal? Quand est-ce que l'idée vous est arrivée et combien de temps vous avez travaillé avant d'arriver au livre? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai 40 ans de carrière. Donc en 40 ans, mainstream, j'étais mainstream. Hein. Je suis indépendante maintenant, mais j'ai toujours été mainstream. Mais dans le mainstream, j'ai toujours expliqué ce que je souhaitais expliquer et j'ai toujours pu le faire avec plus ou moins de bonheur. Mais si je proposais un reportage et qu'on me disait non, j'allais pas démissionner tout de suite. Je vais pas dire, ah bah non, je démissionne, et je vais où? Bon. Donc, je propose un reportage sur les graines anciennes, sur l'agriculture biologique, sur des agriculteurs qui arrivent à travailler et à gagner mieux leur vie en étant agriculteurs biologiques que leurs voisins qui sont en agriculture chimique. Donc, j'ai fait des comparaisons comme ça, et à chaque fois, ces reportages étaient acceptés et passés à l'antenne. Bon, quand on me disait, oh ben non, ça on n'en veut pas, ben je ne faisais pas. Et puis, je proposais autre chose. J'allais pas non plus me heurter à un mur. Et donc, pendant 40 ans, je n'ai pas arrêté de faire des reportages sur, justement, toutes ces minorités qui commençaient à avoir une conscience environnementale et à vouloir avoir des produits plus sains. Et c'est devenu un phénomène de société, c'est pas pour rien, parce qu'il y a aussi des médias qui ont embrayé, qui ont accompagné. Et donc, au fur et à mesure qu'on fait des reportages, eh ben, on va rencontrer des chercheurs, on va rencontrer des agriculteurs, on va aller dans les laboratoires
Et à chaque fois, les scientifiques, ils vous parlent. Ils vous disent, voilà. Et puis, ils vous montrent comment ça se passe. Voilà. Bah, eux, ils ont essayé les oméga-3 sur des groupes de rats. Bah, ils ont vu que le cerveau des rats, les neurones, tout ça, bah, ça va beaucoup mieux avec les oméga-3. Et alors, on explique tout ça. Et pourquoi, justement, le déséquilibre entre les oméga-3 et les oméga-6, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les neurones. Et de fil en aiguille, quand vous faites ça sur des centaines de reportages, des milliers de reportages, vous rencontrez des tas de scientifiques. Vous allez dans plein de laboratoires, tous les laboratoires, le Pasteur, l'INSERM, l'INRA, tous. Les portes vous sont ouvertes sans souci. Sans souci, bien sûr. Okay. Vous appelez, vous dites Corinne Lalo, TF1, est-ce qu'on peut venir faire un reportage? Bien sûr, tout le monde accepte. Ah oui, à l'époque, TF1. Et aujourd'hui, toujours pareil ou c'est plus c'est pas pareil, là, c'est pas pareil. Mais si vous n'avez pas un média qui vous porte, c'est plus difficile. Oui, mais vous avez votre notoriété, enfin, vous êtes quand même... vous appelez Corinne Lalo, journaliste indépendante ou journaliste à certains autres organes, Nexus, Alternative Bien-être. C'est pas la même notoriété. Et c'est pas du tout la même publicité pour les gens. Ils se font moins connaître, c'est évident. Donc, les portes sont moins ouvertes. Mais ça, c'est... Ou est-ce que eux, ils s'autocensurent peut-être aussi? Est-ce qu'ils auraient, si vous alliez interviewer des chercheurs, est-ce qu'il y aurait une forme d'autocensure? Non, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. D'accord. C'est que vous appelez, vous êtes TF1, vous savez que le soir au journal, il y a 4 millions de personnes qui vont vous voir. Et votre boulangère, elle va dire « Ah ben on vous a vu hier à la télé, vous étiez bien. » Donc les chercheurs, les instituts sont contents. L'INSERM, ils sont contents s'ils ont un reportage le soir aux 20h où il y a 4 millions de personnes qui regardent. TF1, c'était le premier média d'Europe. C'est toujours d'ailleurs, je crois, ils sont toujours en audience premier média d'Europe. Donc les gens ont besoin de cette vitrine, c'est une vitrine. Donc c'est très bien qu'ils acceptent. Et pour nous, c'était très très facile. C'est du luxe de travailler comme ça. C'est-à-dire que, et même vous appelez, est-ce qu'on peut venir tout de suite? Oui, venez tout de suite. Et le soir, vous aviez un reportage dans le journal. Donc, évidemment que c'est très intéressant pour tout le monde. Donc, on vous dit oui. Là, si vous appelez, je suis journaliste indépendant, donc, la boulangère ne va pas les reconnaître le lendemain quand ils vont venir acheter leur pain. Pas pareil. Alors, comment vous en êtes arrivé? Quelle idée pour travailler sur ces perturbateurs endocriniens? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant des années, donc j'ai traité toutes ces questions de l'environnement, tous les scandales environnementaux et les scandales aussi de santé publique. Et à chaque fois que j'allais dans des laboratoires, je parlais avec les gens, ils me parlaient, et je voyais bien qu'il y avait un problème de pollution chimique généralisée. Que cette pollution chimique généralisée, elle se traduisait par des dérèglements hormonaux, donc ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, et que ces dérèglements avaient aussi des conséquences sur le niveau général de santé de la population, et en particulier des enfants. Donc les enfants étaient de moins en moins en bonne santé, les adultes aussi, de plus en plus de cancers. Donc j'ai travaillé au service santé, donc j'ai beaucoup travaillé sur la santé et l'environnement. J'ai d'abord travaillé sur l'environnement, et j'ai rajouté la santé, et puis après j'ai travaillé sur la santé et j'ai rajouté l'environnement. J'ai dit on ne va pas oublier l'environnement. Donc ça a toujours été lié, l'environnement et la santé. C'est toujours lié d'ailleurs, ça ne change pas. Et donc, plus vous avancez et plus vous vous rendez compte qu'il y a un vrai problème et que ce problème, il n'est pas assez abordé en profondeur. Donc, la télé, c'est très bien, je suis très contente de tout ce que j'ai fait à la télé, mais le bouquin, ça m'a permis d'aller plus loin en profondeur, d'aller chercher tous les articles scientifiques, domaine par domaine, maladie par maladie, ça m'a pris du temps. Combien de temps justement? Combien de temps pour... Alors, en fait, quand on dit combien de temps, c'est le fruit de 40 ans. Et en même temps, après, il y a plus d'un an, il y a 2 ans de travail, un an et demi de recherche active, mais on va dire, la substantifique moelle de 40 ans d'expérience. Oui, c'est ça, vous aviez les bases. Voilà, et les bases, elles se sont accumulées. C'est en allant à chaque fois dans des laboratoires, avec des chercheurs, avec des scientifiques. À chaque fois, je leur disais, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ce qui fait que j'avais une vue
qui était assez large, plus même que les scientifiques qui ont chacun leur domaine. Et ça m'est arrivé plein de fois de dire à un scientifique, ah mais vous savez qu'il y a un autre scientifique là qui dit ça et qui fait ça. Les gens, ils étaient tellement concentrés sur leur domaine à eux qu'ils ne savaient pas qu'à côté, bon, on ne va pas dire que c'est tous, hein, mais quelquefois, on avait une vue, moi en tant que journaliste, j'avais une vue plus globale. Je pouvais faire des liens, des relations que d'autres ne pouvaient pas parce qu'ils sont obligés de produire ensuite leur papier et tout. Donc ils sont aussi concentrés sur leur domaine. Donc, vous étiez coordinatrice de l'information entre les chercheurs, presque, pour ainsi dire. Hein, c'était un autre niveau d'information. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, à un moment donné, à la fin, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans tout ce que j'ai vu en 40 ans de carrière, dans les champs, dans les fermes, dans les labos, dans les instances décisionnelles, les sanitaires, les ministères de la Santé, l'Agence du médicament, tous ces gens-là que j'ai pratiqués depuis longtemps. Depuis très longtemps, depuis le nuage de Tchernobyl, le sang contaminé, le Mediator, bon, et d'autres, hein, la vache folle, il y en a eu beaucoup, hein, des scandales de santé publique. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus important à dire et finalement à faire prendre conscience aux gens? C'est ça, c'est cette convergence des produits chimiques et des perturbateurs sur tout le système hormonal et sur toute la santé, avec la montée de toutes ces maladies, les cancers, les autistes, les gosses qui sont hyperactifs, les couples qui n'arrivent plus à procréer, toutes ces maladies, les jeunes femmes qui ont des règles douloureuses, qui ont des ovaires polykystiques, les femmes qui ont de l'endométriose, qui étaient des maladies qu'on ne connaissait pas, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, il a fallu savoir ce que c'était. Ben, pourtant maintenant il y en a plus, il y a peut-être 10% des femmes pour les ovaires polykystiques, voilà. Et en même temps, tout un problème, tout ce qui est de la problème de la différenciation sexuelle des embryons et après de ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. Voilà. Et ça, c'est dans le bouquin, justement, pour dire, attention, voilà ce qu'il y a de plus important. C'est ça le plus important actuellement sur la planète. Alors, actuellement, sur la planète, c'est le plus important et c'est la pollution chimique. C'est pas le réchauffement climatique. Oui, c'est une et alerte. Je ne nie pas qu'il y ait du réchauffement climatique, c'est pas le problème. Je dis qu'est-ce qui est le plus important. Oui, bien sûr. Mais ce qui est très bien dans votre livre, que vous avez très bien fait, je trouve, c'est de distiller tout ça et d'arriver à une information qui soit accessible à tout le monde, parce que n'importe qui peut comprendre ce qu'il y a dans votre livre. Et avec ces petits résumés en fin de paragraphe, ça remet bien les choses. Je trouve que c'est vraiment... Oui, il y a beaucoup de dessins, des dessins explicatifs, parce que j'ai essayé d'être... pédagogique, voilà. C'est extrêmement pédagogique, oui. Voilà, moi je m'adresse à tout le monde, hein. Parce que j'ai l'habitude de m'adresser à tout le monde, à la télé, de toute façon on s'adresse à tout le monde, donc on est obligé de faire clair, essayer d'être clair et concis. Donc là dans le bouquin, ce qui a été bien, c'est que j'ai continué à être clair, mais j'ai eu un peu plus de temps pour aller creuser les dossiers. Et ça m'avait manqué pendant longtemps, ce qui fait que là j'ai pu aller jusqu'au bout. Et toutes les informations que j'ai récoltées, finalement, elles allaient dans le même sens. Elles ont toutes, en fait, corroboré et même apporté des éléments nouveaux au constat que j'avais déjà fait depuis longtemps. C'est une sorte de méta-analyse, en fait, votre livre. Oui, c'est ça. On pourrait dire... C'est une analyse de toutes les études. Oui, exactement. Alors, j'avais repris un peu les dates. Hein. On voit qu'on parlait de la souille avec le cancer de la houille en 1922. En 1950, vous abordez Frédéric Ottman avec les Hormonized Chickens. En 1900... Oui, en 1960... Les poulets aux hormones. Voilà, c'est ça. En 1960, Rachel Carson avec le printemps silencieux. 1979, le scandale des bovins. 1980 en France, un autre scandale. 1989, voilà, le veau aux hormones. 1989, on bannit les hormones en France. 1991, l'appel de Wingspread. 1996, Theodora Colborn, l'homme en voie de disparition. 1998, les professeurs Sultan et Kalfa sur la malformation et l'OMS qui déclare en même temps la pilule comme étant cancérigène. La pilule cancérigène en 98. Voilà, on retrouve en 2012 le rapport de l'UNEP concernant le système immunitaire et il tire un signal d'alarme sur les dangers qu'il y a pour le système immunitaire. 2003, l'étude sur 1 million de femmes avec le professeur Belle-Pomme et les cancers qui sont vraiment dus à une dégradation de l'ADN. 2021, l'EFSA qui se fait à nouveau accuser de minimiser les effets. Donc, dans votre livre, on a tout et on se dit, ça fait donc 100 ans qu'on le sait. Et qu'est-ce qui se passe?
Et quel est le sentiment que vous pouvez avoir après avoir décortiqué tout ça, en fait? Le constat, il est assez clair, c'est que il y a un peu une défaillance des organes publics. Il y a une défaillance de la sécurité sanitaire des États qui n'ont pas réussi à se mettre au niveau de la pollution chimique qu'il y a dans l'environnement. Alors, il y a des tentatives, il y a des essais, il y a eu des lois au Parlement européen, mais on a l'impression que particulièrement depuis quelques années, on est dans une régression. Il y a eu une tentative dans les années 2000 et encore 90, où on essayait encore dans les instances européennes et gouvernementales plus ou moins de contrôler la pollution chimique. Et là, depuis une dizaine d'années, voire 20 ans, on sent qu'ils ont lâché l'affaire. Est-ce que c'est une défaillance ou est-ce qu'on peut se dire que tous ces lobbyistes en fait ont un poids et que finalement ce serait une forme de corruption qui lâche tous ces organes qui sont censés nous protéger? Oui, c'est-à-dire que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu une perte de souveraineté des États par rapport à l'Union européenne. Donc au début, l'Union européenne avait eu un certain impact plutôt positif au début parce qu'ils étaient assez environnementaux. Ils défendaient l'environnement. Quelquefois, donc, ils étaient même en avance par rapport aux États, par exemple par rapport à la France. Et puis, avec la montée des lobbies économiques, industriels, agroalimentaires en Europe, la montée des lobbies a été telle que l'Europe est complètement sous emprise de tous ces lobbies. Et les lois qui passent maintenant sont des lois qui sont encore plus régressives par rapport à la défense de l'environnement que celles des États. Parce qu'il y a une bagarre entre les États et l'Union européenne voulant à chaque fois grignoter la souveraineté des États, et ils y arrivent, et ils y sont arrivés. Ce qui fait que les États n'ont plus de souveraineté, il faut dire la vérité. Donc, tout se décide au niveau européen. On l'a vu avec le Covid et les commandes des vaccins. On n'a toujours pas les contrats, alors qu'il est. On est 3 ans après. On n'a toujours pas les contrats. Ça s'appelle pas la démocratie. Donc, il y a la souveraineté des États qui s'est rabougrie, on va dire. Les lobbies qui se sont épanouis au niveau européen, ils ont table ouverte chez Ursula von der Leyen. Ils appellent, hop, ils ont un rendez-vous tout de suite. Les associations environnementales, elles peuvent toujours appeler, elles n'ont pas de rendez-vous. Et elles ne sont pas écoutées. Et quand on voit que Mme von der Leyen discute par SMS avec les patrons de Pfizer pour commander les vaccins, on voit au niveau de démocratie dans lequel on est actuellement. Et donc, alors qu'est-ce qui fait que maintenant on n'est plus défendu? Effectivement, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est que les peuples ne sont plus défendus. Alors, ils ne le sont plus au niveau de leur État, parce que leur État a abdiqué la souveraineté, et ils ne le sont pas au niveau supérieur, qui est le niveau de l'Europe, qui a capturé cette souveraineté et qui la garde. Et comme tous leurs documents, ils font exprès d'avoir des documents que en anglais, donc vous êtes français, vous voulez avoir accès, vous ne l'avez pas en français. Déjà, c'est pas normal, je suis désolée. Tout le monde n'est pas obligé de lire l'anglais. Bon. Moi, je lis l'anglais, heureusement, il y a une licence d'anglais. Donc, c'est ça qui m'a permis aussi d'écrire tout ça. C'est d'aller me plonger dans les articles scientifiques en anglais, qui ne sont pas évidents. Si on n'a pas la connaissance minimum de la langue, on ne peut pas. Donc, les peuples sont actuellement, on va dire, on leur a retiré leur souveraineté et on ne les protège plus. Et vous disiez à un moment donné dans votre livre qu'en fait, il y a une espèce d'inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de prouver que c'est toxique, ils passent des années à le faire, alors que si on imposait les mêmes règles aux fabricants, en fait, ils ne pourraient jamais autoriser aucun produit. Oui. Alors, il y a eu ce qu'on appelle au niveau européen le règlement REACH. Voilà, ça s'appelait REACH. C'est-à-dire qu'ils devaient à chaque fois, les industriels qui mettaient une substance chimique sur le marché devaient vérifier quelques données. Donc au début ça a suscité quelques espoirs, on s'est dit bon ben au moins ils vont contrôler un peu les molécules chimiques qu'ils mettent sur le marché. C'était quelle année ça? Ah bah REACH c'était il y a 10-15 ans par là ça a commencé REACH. Mais en fait on s'est aperçu que le règlement REACH a rien fait. Il a même cautionné certaines dérives des industriels. Donc
les molécules chimiques sont jetées dans l'environnement et elles ne sont pas assez contrôlées. Ça, c'est clair et net. Ce qui fait qu'ensuite, l'environnement, bah, c'est la nature, c'est les animaux, c'est la nourriture. Et on en arrive maintenant, par exemple, à des aberrations du style « on vous met des farines d'insectes ». On n'a demandé à personne. Vous apprenez tout d'un coup qu'il y a des usines, des fermes-usines, je ne sais pas où, vers Amiens, où ils fabriquent des insectes, de la farine d'insectes, ils vous la mettent dans la nourriture, vous ne le savez même pas. Il n'y a pas de contrôle avant, en fait. Mais non, mais avant, ils sortent quelque chose, ils balancent. C'était pas possible. Avant, il y a 20 ans, l'Europe n'aurait pas accepté ça. Tandis que maintenant, on a l'impression qu'ils sont en roue libre. Et c'est pareil pour l'information. Ils ont organisé la censure de l'information. On l'a vu avec l'épisode Covid. Donc la censure de l'information. Et en fait, la régression de toutes les libertés démocratiques. Ouais. C'est tout simplement ça qui est en jeu. Et le Parlement européen qui n'a pas de pouvoir, et quand il en a maintenant, les députés, la plupart des députés votent avec la Commission européenne, qui elle n'est pas élue, est complètement perméable au lobby, ce qui fait qu'il y a quelques députés qui se battent, comme des lions, au niveau européen, pour essayer de faire émerger la vérité. Il y a beaucoup de mensonges qui sont donnés aussi aux députés. On l'a vu avec l'aluminium sur les vaccins. On leur dit des choses qui ne sont pas vraies. Hein. Oui, mais après, les députés, ils sont capables d'aller voir eux-mêmes. Ils sont là pour ça, normalement, à condition qu'on les écoute. Mais dès que vous avez des députés qui dénoncent quelque chose, on va dire « Ah oui, mais lui, il est telle étiquette. Ah, mais lui, il est telle étiquette. » Et après, on essaie de discréditer le porteur du message au lieu d'écouter le message. Donc c'est quelque chose qu'on connaît maintenant, c'est très répandu, et malheureusement on est dans une période d'obscurantisme, c'est incroyable bon moi je vois depuis 40 ans ce qui se passe, on est dans une période sombre, très sombre, et franchement c'est inquiétant, et quand on voit ce qui est en train de se préparer au niveau de l'OMS pour l'année prochaine, c'est encore plus inquiétant. Elle est d'autant plus sombre qu'on n'a plus de moyens de voir qu'elle est sombre. C'est-à-dire qu'on nous empêche de voir qu'elle est sombre. Oui. Donc c'est encore pire, si je puis dire. Et tous ces scientifiques que vous avez rencontrés tout au long, est-ce qu'ils ont un retour, eux, inquiet? Parce que j'imagine que les gens qui mettaient ça en avant devaient être inquiets en tant que scientifiques. Et quel était leur ressenti? Est-ce qu'ils se sentent censurés? Est-ce qu'ils se sentent incapables de faire passer l'information? Comment vous... La recherche, elle est sinistrée actuellement. Alors, elle est sinistrée. Parce qu'avant, vous appeliez un chercheur, CNRS, INSERM. La recherche française a été florissante. Elle a eu une période vraiment... Elle était financée par les fonds publics à ce moment-là, c'est ça? Par les fonds publics. Et donc, ils avaient des beaux labos, ils avançaient, il y avait une liberté de recherche. Et c'était quelque chose... la France était en avant, c'était un phare quand même. Et puis, petit à petit, ils ont appauvri la recherche. Et quand on allait voir les chercheurs dans les reportages, les chercheurs vous disaient, écoutez, je passe maintenant 80% de mon temps à aller chercher des crédits. Alors qu'avant, ils recevaient des crédits. Et ils faisaient de la recherche. Donc, ils passaient 80% de leur temps à faire de la recherche. Et après, c'était le contraire. Les pouvoirs publics ont réduit les crédits. Et les chercheurs passaient leur temps à aller chercher des crédits. Et la plupart du temps, chez qui ils allaient les chercher? Parce que les pouvoirs publics réduisaient les fonds publics, donc ils étaient obligés d'aller les chercher chez les privés. Et donc de se vendre aux privés, et donc d'être pieds et poings liés avec des fonds privés qui, évidemment, dictent leur desiderata. Parce qu'ils ne vont pas vous financer pour rien. Donc pourquoi les pouvoirs publics ont affamé la recherche? Parce que c'est ce qui s'est passé. On a affamé la bête. Et donc, après, les chercheurs, ils ne peuvent plus rien dire. Et quand ils disent quelque chose, parce qu'à l'époque, les chercheurs pouvaient parler quand même, et de temps en temps, ils parlaient. Mais quand même, il y avait le ministre qui appelait, et c'est arrivé, je me souviens, sur l'aluminium dans l'eau en Dordogne, qui allait de pair avec les maladies d'Alzheimer. Et le chercheur qui avait lancé l'affaire, mais il a eu un coup de téléphone de Kouchner à l'époque, qui lui a dit, vous allez faire vous rétracter. Bon. Et bien, comme tout le monde était là et avait entendu les coups de fil, donc on savait ce qui s'était passé. Mais maintenant, tout se fait
dans l'ombre. C'est-à-dire qu'un chercheur, dès qu'il ouvre la bouche, il a tout de suite la hiérarchie sur le dos. Et c'est arrivé encore récemment, ce qui fait que beaucoup de chercheurs n'osent plus parler. Donc non seulement ils n'ont plus de crédit, donc ils ne peuvent plus faire leurs recherches, mais en plus de ça, ils ne peuvent plus parler. Et ça m'est arrivé de voir des chercheurs, on était en train de flipper, et le directeur descendait et disait stop. Parce qu'il venait d'apprendre. Mais normalement, bon, il aurait dû le savoir avant. Mais il y a des chercheurs qui ont été obligés de se taire. Donc moi, ça m'est arrivé d'avoir des informations que j'avais filmées et que je n'ai pas pu donner parce que les chercheurs allaient risquer leur place. Et alors, en fait, ce qui paraît dingue, c'est quand on lit votre livre ou quand on vous écoute hier, on a vraiment l'impression d'aller vers un suicide, hein, un suicide de l'humanité, très clairement. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens participent à ça? Parce que là, quand on lit, c'est vraiment un suicide, quoi. L'humain est attaqué de partout, donc comment on va survivre? On ne pourra pas survivre à ça. Comment se fait-il que c'est les gens qui mettent ces produits sur le marché, sachant tout ce que ça peut, il n'y ait pas un soulèvement? C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne le savent pas toujours. Hein. Eux-mêmes ne le savent pas toujours. Parce que le marché est segmenté. Ah non, ils ne savent pas toujours. Parce que certains milliardaires qui mettent des produits chimiques sur le marché et qui prennent certains médicaments feraient bien de lire mon livre. Parce qu'ils verraient par exemple que, je ne dirais pas lesquels, mais il y a des milliardaires, quand ils sont en t-shirt, vous voyez qu'ils ont des seins. Eh bien pourquoi? Parce qu'il y a certains médicaments qui sont connus, en particulier les statines, qu'on donne beaucoup aux hommes en leur disant « Ah, vous avez du cholestérol », alors que le cholestérol, on l'a diabolisé pour rien. Alors on dit aux gens « Ah ben vous avez du cholestérol, ah ben vous... » parce que, bon, allez hop, des statines. Les statines, ça fait grossir les seins des hommes. Pourquoi? Parce que c'est des molécules qui féminisent et qui imitent les hormones féminines. Regardez Bill Gates en t-shirt, vous allez voir. Mais lui-même, je ne sais pas s'il a compris que s'il a ça, c'est parce que il prend des statines et que ça lui donne, ça lui fait pousser les seins. Ils ne le savent pas tous, les milliardaires. Vous voyez, ils vont vouloir vivre longtemps, donc ils vont chercher à vivre longtemps et tout, mais ils ne vont peut-être pas savoir qu'il faudrait peut-être éviter les statines. Et est-ce que vous avez eu des retours alors de scientifiques sur votre livre, qui auraient lu votre livre et qui vous auraient donné un retour? Parce que du coup, c'est quand même une méta-analyse, on pourrait dire, Oui. Ça pourrait amener à quelque chose. Est-ce que vous attendiez par exemple que ça mène à quelque chose ou juste pour informer, ou qu'est-ce que vous avez comme retour? Oh bah, en général, les scientifiques, ils ont un très très bon retour sur mon bouquin. Hein. D'abord, ça leur donne une synthèse, ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pour eux. Donc il y a vraiment une synthèse qui est accessible à tout le monde, hein, y compris aux chercheurs, parce que quand c'est pas dans leur domaine, et ils vont apprendre des choses. Et quelle prise de conscience, à votre avis, permettra qu'on avance? Est-ce que c'est essentiellement la conscience du peuple? Parce que finalement, on a l'impression que ces instances, soit elles veulent pas avoir conscience, soit elles ne peuvent pas l'avoir. Ou comment on peut se sortir de ça, en fait, de ce suicide collectif dans lequel on est? Je pense que d'abord, ça passera par la liberté de l'information. C'est la première chose. Tant qu'il n'y a pas de liberté de l'information, tant qu'il n'y a pas de liberté du débat, il n'y aura pas de remède possible. Parce que ça s'appelle une dictature. Quand vous empêchez le débat, c'est que vous avez peur du débat, parce que vous avez peur de la contradiction. Et quand vous mettez en place les outils de la censure, officiellement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé pendant 3 ans avec le Covid, où il y a eu des accords au niveau de l'OMS et des plateformes style Facebook et les médias mainstream pour empêcher toute information qui était contraire à ce que disait l'OMS. Moi, j'ai fait des reportages qui sont passés à TF1 où on dénonçait les mensonges de l'OMS au moment de la grippe H1N1. C'était en 2010. 2009-2010. On a fait des reportages pour dire, voilà, là, l'OMS a menti. Là, l'OMS n'a pas dit la vérité. Et en quoi ils ont changé, comment ils ont changé la définition du mot pandémie, comment ils ont essayé de faire une fausse pandémie, ça n'a pas marché. Bon. Ça n'a pas marché en 2009, 2010, mais force est de reconnaître que ça a marché en 2020.
Ça a très très bien marché. Bah, apparemment, le rapport du Sénat disait que le H1N1, ça n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait trop de médias indépendants qui s'étaient levés vent debout. Et que donc, c'est ce qu'ils ont fait entre les deux périodes. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que il y a eu une organisation de la censure. Heureusement qu'il y a eu les réseaux sociaux qui ont pu... il y a eu des trous dans la raquette. Donc, il y a eu de l'information grâce aux réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, avaient passé des accords avec l'OMS officiels pour censurer le débat contradictoire. Donc, quand on supprime le débat contradictoire, on n'est plus dans des sociétés démocratiques. On n'est plus. Et c'est la première chose, je pense, pour rétablir la prise de conscience et l'action, c'est de rétablir le débat contradictoire et d'arrêter de faire des lois. C'est pourtant ce qu'ils font. Il y a des lois qui sont présentées au Sénat là pour essayer de condamner à de la prison des gens qui oseraient dire le contraire de ce que dit l'OMS. Donc on ne peut plus critiquer une organisation qui est complètement aux mains du privé, des intérêts privés. Désormais, l'OMS, c'est plus du tout l'OMS d'avant qui était financée par les États, c'est terminé, tout ça, on n'en parle plus. Il y a eu une évolution qui s'est faite en silence, personne ne l'a dit, mais maintenant c'est complètement financé par des groupes privés, en particulier la Fondation Gates, Bill et Melinda Gates, qui en plus instrumentalisent les fonds publics. Donc ils vont quand même siphonner les fonds publics, mais c'est eux qui vont garder la main sur les décisions de direction de comment vont être utilisés ces fonds. Donc s'ils disent oh ben non, nous on va vacciner tout le monde avec des vaccins expérimentaux, c'est eux qui vont décider. Et la décision, elle se fait de façon parfaitement antidémocratique. C'est un type, Tedros, le patron de l'OMS, qui décide, oui ben voilà, c'est une pandémie. Bon. Tedros, il sort d'où ce type? Ce type, il était le bras droit de Bill Gates. Et avant ça, quand il était jeune, il était dans des groupes en Éthiopie qui étaient inféodés à la Chine. C'était des groupes maoïstes. Après, il a été bidiste, mais maintenant, on l'appelle docteur et tout, mais... Il est accusé de génocide aussi en Éthiopie. Hein, en Éthiopie, il avait certaines ethnies, par exemple, quand il y avait des choléras dans certaines ethnies, elles n'étaient pas soignées. Il y a eu des choses comme ça. Donc c'est ce type, maintenant, je dis ce type parce que c'est rien d'autre, ce type qui décide pour toute la planète. Oui, mais d'où le mal que ça fait. Officiellement. Oui. Mais bon, lui, par qui il est commandité? Alors c'est là où il y a toute une histoire. Bon, mais ça c'est l'objet de mon prochain livre. Donc on refera une interview où je raconte toute cette histoire, cette collusion qui a mené à ce qui s'est passé depuis 3 ans. Mais alors, à votre sens, parce que vous avez quand même une longue expérience dans les médias, est-ce que, en fait, finalement, de tout ce que j'entends et de ce qu'on voit sur un siècle, est-ce qu'on pourrait se dire que notre seul, finalement, réel contre-pouvoir, c'est les médias? Parce que les organes de contre-pouvoir, ils sont achetés, ils sont infiltrés, etc. Donc, en fait, il ne nous reste plus que les médias pour faire sortir des scandales. De cette expérience que vous avez sur toutes ces années, ça permettait quand même de mettre à jour des choses et de freiner un peu. Ben, c'est un peu le quatrième pouvoir. Et malheureusement, ce qu'on a vu depuis 3 ans, c'est que le quatrième pouvoir n'a pas pu faire son rôle. Il n'a pas pu jouer son rôle de contre-pouvoir. Donc, il n'y a plus de contre-pouvoir. En France, la Constitution est faite de telle façon qu'il y a l'exécutif, le législatif maintenant est complètement inféodé, et puis de toute façon, il y a le 49.3, donc ils n'en ont rien à foutre, ils décident ce qu'ils veulent. Et puis, le judiciaire, et il y a quelques juges encore, mais la carrière des juges, elle dépend aussi de l'exécutif. Et le quatrième pouvoir, la presse, dépend aussi des amitiés entre l'exécutif et les patrons de presse qui sont des patrons privés. Donc actuellement, il y a une régression des libertés démocratiques qui s'accompagne d'une régression de la liberté d'information. Et donc les médias ne sont plus assez libres. Il y a encore la presse écrite et il y a quand même l'édition, jusqu'à quand, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a certaines fenêtres de liberté, et les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et ça, c'est fabuleux, parce que les réseaux sociaux, il n'y a plus d'intermédiaires. Du coup, même s'ils rachètent les gros-médias, les gens, ils vont s'informer directement à la source. Et c'est ce qu'ils font avec les réseaux sociaux. Tout le monde ne le fait pas, mais à condition que les réseaux sociaux ne soient pas complètement inféodés
et en cheville avec l'OMS, la Maison Blanche, parce qu'on voit maintenant qu'il y avait des ordres de la Maison Blanche qui allaient directement à Twitter pour censurer tel et tel journaliste, ou pour censurer tel ou tel compte, qui avait trop de followers, trop de personnes, trop d'influence. Donc des gens comme au Canada, comme Denis Rincourt, qui est un scientifique qui a donné plein d'informations, il avait tellement d'influence dans les réseaux sociaux que finalement il a été censuré dans les réseaux sociaux. Oui, il y a plusieurs grands spécialistes aussi en Angleterre. Enfin, voilà, donc d'où viendra le salut? Le salut viendra de l'information, de toute façon. De pouvoir informer, et quand les gens se seront informés, et qui décideront d'agir. Ok. Et pour revenir à votre conférence et à votre livre, j'avais 2 petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une durée, parce que quand on voit tous ces polluants, est-ce qu'on peut espérer pour certains s'en dépolluer? Et dans quelle durée? Et ensuite, s'il y a des produits dépolluants, même des produits naturels, hein. Mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de dépolluant et sur quelle durée? Oui, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas fait la liste des produits dépolluants. J'ai fait la liste de comment éviter, c'est ça, comment slalomer, comment éviter d'en rajouter. Et après, le corps, il va dépolluer. Si vous arrêtez de manger des produits chimiques, de la nourriture chimique, et que vous mangez de la nourriture bio, saine, que vous buvez de l'eau saine, le corps va dépolluer. Voilà. Oui, parce que vous parliez du glutathion dans la conférence hier en disant que ça dépolluait l'intérieur des cellules, donc c'était très intéressant. On sait qu'il y a des plantes qui dépolluent aussi par rapport aux peintures et tout ce qui peut s'en dégager, tous les COV. Voilà. Le glutathion, c'est très important parce que ça vient du foie, et puis c'est ça qui détoxifie à l'intérieur des cellules. Sinon, le système immunitaire ne peut pas aller à l'intérieur des cellules. Et donc, c'est le glutathion qui va aller à l'intérieur des cellules. Et souvent, d'ailleurs, à l'époque, c'était au moment du vaccin sur l'hépatite B, vous voyez, c'était en 95, par là, dans les débuts des années 2000. J'avais rencontré des avocats américains, les frères Geithner, qui m'avaient expliqué que les enfants qui étaient autistes suite à des vaccinations avaient un niveau de glutathion qui était extrêmement réduit dans le cerveau. Et donc pour eux, le glutathion, c'était important de le relever. Et des années plus tard, d'ailleurs, le professeur Serralini m'a expliqué comment le glutathion détoxiquait à l'intérieur des cellules. Donc, vous voyez, c'est des infos qu'on accumule d'année en année, hein, et qui restent ensuite. Voilà. Oui, d'où la richesse de votre livre. Enfin, moi, j'invite tout le monde à lire votre livre. C'est un peu digéré, on va dire. C'est la substantifique moelle de tout ce que j'ai pu... Oui, et puis c'est bien écrit, c'est accessible à tout le monde, hein, même si on n'a pas des notions scientifiques, on comprend. Et avec ces petits récaps en fin de chapitre, je trouve que c'est vraiment que chacun, impeccable. Après, ait des repères. Moi, c'est ce que j'ai voulu avec ce livre. Tout le monde doit avoir des repères. Et après, c'est votre bon sens, c'est à vous d'exercer votre jugeote et d'avoir ces repères. Et se préparer aux attaques qui arrivent. Donc, je reviens sur ce qui se prépare à l'OMS pour l'année prochaine. Donc ça va être la grosse bataille de l'année prochaine. C'est que l'OMS veut maintenant changer le règlement sanitaire international et faire en sorte qu'elle puisse décider directement d'appliquer des confinements et des mesures qui seraient appliquées directement dans votre pays. Alors qu'actuellement, l'OMS dit « Ah, est-ce que vous pourriez faire ça ?» et votre gouvernement décide. Bon. Il se trouve que le gouvernement n'a pas fait preuve de beaucoup d'indépendance depuis 3 ans, on va dire. Donc, là, maintenant, ce ne sera même plus la peine. Si le gouvernement français signe le nouveau traité international sur le règlement sanitaire, les pandémies, l'OMS décide la pandémie, décide les confinements, décide les piqûres obligatoires, décide ça, et hop, applicable directement. Donc, il faut que les Français se mobilisent. D'ailleurs, dans le monde entier, les gens se mobilisent pour dire non à ce nouveau traité, cette nouvelle prise de pouvoir de l'OMS. L'OMS n'a fait que renforcer son pouvoir depuis 20 ans, 30 ans, et il cherche à en avoir toujours plus. Donc, il faut s'y opposer. Oui. Ce qui est flagrant dans votre livre, c'est qu'on voit bien que c'est 100% de la population française qui est impactée et intoxifiée. Donc, écoutez, on vous retrouvera pour votre prochain livre. Merci beaucoup. Le prochain livre, ce sera justement comment tout ça, c'est ce qui s'est passé depuis 3 ans.
escomptez le sortir pour quand? Début de l'année. Début 2024? Oui, dans le premier trimestre 2024. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup Corinne Lalo. On aura plaisir à vous retrouver. Et encore merci pour votre conférence. Merci. Merci.